D'abord, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit, et je réponds à ta question, Patrick, en disant ils sont en service commandé, en parlant des journalistes. Ça, c'est le niveau supérieur. Mais il ne faut pas oublier la responsabilité même du journaliste. Est-ce que le journaliste lui-même peut se considérer comme un mercenaire? Il doit se poser la question. Et lors d'un examen minuit qu'il m'arrive de faire, je me dis, ce que je fais à Mediapart, j'ai eu la chance, non pas de frapper, mais d'être pris à la bonne porte. Si j'étais au Figaro, est-ce que je suivrais la ligne du Figaro? Et là, le journaliste a à se poser la question. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous ramener tout à Jaurès, mais enfin, lui-même était à la Dépêche de Toulouse. Au point d'ailleurs que Jean-Michel Baillet, que je considère personnellement une des causes ou un des symptômes de l'avilissement de notre démocratie, puisqu'il est à la fois directeur de journal, homme politique, et que son journal, qui a un monopole local, est le type même de ce qu'on appelle, ce que Beuve-Méry appelle la presse d'entreprise. Bon, Jean-Michel Baillet a cru pouvoir dire que le vrai journal de Jaurès, ce n'est pas l'Humanité, c'était la Dépêche, puisqu'il travaillait avant. Or, Jaurès, quand il était à la Dépêche, il n'était pas dans la roue du radicalisme. Donc, il ne s'agit pas de critiquer les journalistes qui peuvent avoir plusieurs casquettes. Ça, ils ont le droit. Mais un journaliste doit savoir, vous savez, il y a quelque chose d'un peu terrorisant dans les années 68, d'où tu parles. Donc, un journaliste doit savoir d'où il écrit. Il ne s'agit pas de se fabriquer une espèce de dogme dont on ne sort pas, mais il faut avoir quelques principes. Et notamment, ça peut partir de quelque chose, mais très simple, pas d'attaque physique, pas d'attaque sur les noms. On est tous tentés, hein, dès qu'on a un nom nouveau, mais déjà, ça, c'est une forme de dégradation. Et je crois que si on commence par des petites choses comme ça, quand Jaurès disait qu'il ne fallait pas s'attaquer injustement à l'adversaire dans cet éditorial fondateur du 6 avril 1904, il faut s'attaquer à ce que représente l'adversaire. Et aujourd'hui, on est dans une espèce de théâtre d'ombre où, en définitive, c'est un jeu de massacre. Et la vraie nature, les vraies oppositions politiques disparaissent au profit de ce jeu de massacre. Je prends juste un petit exemple, et vous allez comprendre, parce que quand j'ai lu cette phrase, ça m'a parlé d'aujourd'hui. Pourquoi ça m'a parlé d'aujourd'hui? Ce que nous disons à propos de la crise de civilisation en parlant de Jaurès, je ne pense pas que ce soit du mécanique plaqué sur le vivant. Hélas, et vous venez de le dire à propos des nuées, des odeurs de gaz et de pétrole, même si à l'époque ça pouvait être les mines et les chemins de fer, nous revenons vers ces temps absolument incertains et indomptables. On a vécu de 1945 à 1989, un moment où le capitalisme a été obligé de tenir, comment dirais-je, de faire soit les leçons de la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, parce qu'il y avait des régimes que personnellement je n'appréciais pas, qu'on appelait démocratie populaire, le capitalisme a été obligé de se réfréner. Attention, il existe un autre modèle. Je ne dis pas que les gens choisissaient la liberté et passaient à l'Est, hein, mais ils avaient peur. Si vous avez eu une réforme agraire en Autriche, c'est parce que la réforme agraire avait lieu en Hongrie. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun contrepoids. Donc on se retrouve dans cette espèce d'horreur que Jaurès sentait venir, et cette horreur économique, comme disait l'autre, ne peut conduire qu'à la guerre. Et lorsque Déroulède est mort, Déroulède aurait pu être le rossignol du carnage, qu'a été, selon Romain Rolland, Paresse. Mais Déroulède, qui souhaitait la revanche, le pauvre vieux est mort en janvier 14, donc il n'a pas pu voir cette revanche qu'il souhaitait depuis toujours. Vous savez, l'auteur du Théon. Il s'était battu en duel avec Jaurès. Les deux s'étaient ratés, mais Jaurès, dans l'Humanité, en janvier 14, enterre Déroulède. Et il ne lui donne pas ce coup de grâce qu'il aurait pu, parce que pour que Jaurès s'énerve et
se battent en duel, provoquent en duel Déroulède, c'est que vraiment, il fallait y avoir mis un axe. Et bien, quand il enterre Déroulède, il écrit ceci. Il ne parle pas de la bêtise de Déroulède. Il veut tirer une leçon, comme doivent faire les journalistes. Et cette leçon, aujourd'hui, nous parle. Et quand vous parlez de monstres, vous allez voir, on retrouve exactement là où nous sommes. Nous sommes en janvier 14. Il dit que le pauvre Déroulède s'imaginait enfantinement qu'on pourrait enfermer dans son cadre de revanche le mouvement formidable des forces déchaînées, donc la guerre que souhaitait Déroulède. Est-il sûr pourtant que la France victorieuse saurait résister à l'ivresse de la victoire? Demandait Jaurès, et surtout ceci. Est-il sûr que le monstrueux combat ne laisserait pas dans les cœurs l'implacable ferment de guerre nouvelle? Il avait oublié le mot de Shakespeare, on ne rappelle pas Léviathan au rivage. Et quand le monstre s'est une fois lancé dans la mer, on n'arrête pas le bouleversement infini des vagues. Donc, le journalisme, c'est d'abord s'opposer à la guerre qui vient. Je sais que le journalisme, c'était accompagner la révolution qui vient, mais hélas, aujourd'hui, on sent plutôt venir la guerre que la révolution. Et là, c'est quelque chose de total. C'est la guerre totale de la guerre. Mais le journalisme, c'est aussi, et relisez ce qu'écrit Jaurès dans l'Unité. C'est un écologiste avant la lettre. Vous parliez, Jaurès a un rapport à la nature, il en parle, et c'est absolument extraordinaire. Jaurès, en 1910, dans un article de l'Humanité qui s'appelle À l'œuvre, je ne vous le cite pas, rassurez-vous, parle des coopératives de consommation. Mais c'est magnifique, c'est une espèce de... On met le pied dans la porte du capitalisme royal. On réinvente les échanges et on produit, si j'ose dire, du socialisme. Cet article est magnifique, en 1910, sur les coopératives de consommation. Vous avez en 1911, toujours dans l'unité, service public et classe ouvrière. Rien n'a redit. Mais le plus important, et là je vais vous juste apporter un peu de dissensus pour que nous ne soyons pas une société d'adoration mutuelle, non pas en vantant Mediapart, mais cette indépendance économique, ce problème de la presse, qui devient ou une presse d'industrie, ou une presse de légèreté. Jaurès, par deux fois, parle, et c'est une pierre dans chacun de vos jardins, parle de la crise de la presse. Pour le développement de l'humanité, le 11 novembre 1913, il dit « La finance et la politique sont aujourd'hui si étroitement mêlées, les rapports du capitalisme et de l'État sont si multiples, les emprunts extérieurs de la diplomatie s'enchevêtrent en de si étranges replis et de si multipliés qu'un journal n'est libre de son action nationale et internationale qu'à la condition de rejeter des subventions et des concours qui, pris en soi, pourraient paraître innocents à des citoyens attentifs. » Donc, la question des subventions, certes, Jaurès pouvait à l'époque compter sur l'apport militant. Aujourd'hui, c'est plus difficile, mais la question des subventions se pose. Et deuxièmement, ça c'est magnifique. Il faut relire les débats à la Chambre en juillet 1994 à propos des lois scélérates. Et il démontre, Jaurès, qu'en traquant les anarchistes, et on pense évidemment aujourd'hui pour la lutte effrénée contre le terrorisme, en traquant les anarchistes, dit-il, on en arrive à mettre fin à liberté publique. Mais par ailleurs, il en arrive à ce petit point qui nous parle de M. Sarkozy, Strauss-Kahn, Macron, de Mme Lagarde, de Mme Lauvergeon, des journaux comme Le Figaro, Le Monde, Libération, et j'en cite pas d'autres. Il dit « Pendant que les politiciens croyaient qu'en s'enrichissant par les affaires, ils accomplissaient un devoir envers la République, calmez-vous. La lutte contre les grandes puissances financières constituées était abandonnée peu à peu. Et voici l'explique. Parce que vous avez confondu dans ce pays depuis 15 ans la politique et la finance, on ne sait plus quelle est la vérité qui vient du cerveau ou quel est le mensonge qui vient de la caisse. Et si je parle ainsi, ce n'est pas seulement pour dénoncer votre régime politico-financier dans sa plus abominable conséquence, qui est l'empoisonnement même de toutes les sources de l'information publique, c'est parce qu'il faut protester au nom même de ceux qui, dans la presse,
rester fidèles aux traditions d'honneur et de probité, sont les premiers à souffrir de cet horrible voisinage. Et donc je pense que une des choses à faire, c'est de bouter le capitalisme, les propriétaires, qu'ils soient avionneurs ou banquiers, de la presse en France. Ce qui signifie que d'abord il faudrait retrouver les lecteurs. Si on veut se passer et de subventions et de propriétaires, il faut avoir des lecteurs. Moi j'ai un propriétaire qui me fout une paix royale. S'il arrête de me foutre une paix royale, mon départ est immédiat et je ne touche pas 1 euro de l'État. Voilà. Donc à partir de là, je me sens assez tranquille avec ça. Maintenant, est-ce que ça serait mieux que les journaux appartiennent à leurs journalistes? Tu peux imaginer ma réponse. C'est évidemment le système idéal. Mais là où je mets un petit bémol quand même à ce qu'a dit Antoine, puisqu'il faut que nous soyons un peu en consensus, regarde l'affaire Cahuzac. La modestie du en se fait. Grand triomphe de Mediapart. L'affaire Cahuzac, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait une enquête, vous avez apporté une preuve d'hypocrisie politique absolue. C'est-à-dire que l'homme même qui était chargé d'appliquer la rigueur budgétaire, cet homme-là, qui tombait de sa chaise quand François Hollande, évidemment il ne l'a pas fait, mais quand François Hollande parlait de taxer les plus riches à 75% et que M. Cahuzac était sur les plateaux de télévision et disait qu'il n'était pas au courant de cette mesure et qu'il n'en était pas question une seconde, c'est aussi à propos de cette mesure que Emmanuel Macron, notre ministre de l'économie, a eu cette phrase formidable, c'est Cuba sans le soleil. Voilà. Donc l'affaire, on voit quelqu'un, mais en flagrant délit, non seulement de mensonge, non seulement d'évasion fiscale, mais ça révèle quelque chose de terrible. C'est-à-dire que ça révèle qui est ce personnel politique et quelle politique il s'apprête à mener qui est à rebours de tous leurs engagements, y compris en matière de fiscalité. Eh bien, est-ce que c'est les journaux qui sont soit subventionnés par l'État, soit qui appartiennent à des banquiers ou des avionneurs qui ont été les pires, Antoine? Non. La réponse est non. Je réentends, alors qu'on montrait une bande enregistrée. Il faut savoir que, par exemple, dans l'affaire du Watergate, qui reste le mythe, le Graal du journalisme d'investigation, les journalistes du Washington Post n'avaient pas la moitié des preuves dont Mediapart disposait. Pas la moitié. Là, on avait une bande enregistrée avec quelqu'un qui dit « J'ai un compte en Suisse, tel est le nom de la banque, je suis emmerdé, il faut que j'arrive à le faire partir de là. » Il le dit sur une bande. C'est même plus, enfin, c'est accablant, littéralement. Et bien pendant de longs mois, j'ai entendu tous les médias quasiment publics de ce pays, pas forcément appartenant à des avionneurs, à des banquiers ou à des méchants capitalistes, en train de crier « Où sont les preuves? La preuve, la preuve, la preuve !» Et le pauvre Louis Pénel, qui nous manque ce matin, disait « Mais écoutez, ouvrez vos oreilles, là, vous l'avez, là, sur la bande. » Il le dit lui-même. C'est qui? C'est un imitateur ou c'est Cahuzac lui-même? Et on continue à lui dire la preuve, la preuve, la preuve. Et il faisait écouter la bande et personne ne voulait entendre la bande. Et ça, c'est quelque chose qui est terrifiant pour le journalisme. Parce que ça veut dire qu'il a fallu, comme dans les pires instructions, qui créent les pires erreurs judiciaires, c'est la religion des aveux. C'est-à-dire que si Cahuzac, contraint et forcé, n'était pas passé aux aveux, comme si on était vraiment dans le cabinet du juge, comme s'il n'y avait que l'aveu qui vaille, eh bien si Cahuzac n'était pas passé aux aveux, ce qui serait passé, et maintenant on peut le dire très tranquillement, c'est que l'existence même de Mediapart là était menacée, parce qu'on les aurait accusés soit de s'être fait enfumer, c'est-à-dire d'avoir pris un faux pour un vrai, soit même, et ça a été dit, d'avoir fabriqué eux-mêmes un faux. Et c'était ça qui se passait à ce moment-là. Et c'est vrai que quand ce type de révélateur, parce que ça a été un formidable révélateur sur l'état de la presse et l'état des médias, l'affaire Cahuzac, quand ce type de révélateur arrive et que la réponse médiatique majoritaire, c'est de dire la preuve, la preuve, la preuve, alors que la duplicité crève les yeux,
on se dit qu'effectivement disons le tournant à droite, ou l'hégémonie culturelle de la droite a largement, non seulement attaqué, mais a largement gagné dans les médias. Et je reprends ce que disait Patrick tout à l'heure sur la dernière grève de la SNCF. C'est vrai que là aussi, c'était un phénomène fascinant. C'est-à-dire que moi, je me souviens, je ne suis absolument pas un spécialiste de ça, d'avoir cherché quelque chose qui m'explique pourquoi l'Europe avait décidé que le chemin de fer devait être soumis à concurrence. Parce que le problème, il est là. Il est d'abord là. C'est-à-dire, pourquoi faut-il absolument que des entrepreneurs de chemin de fer espagnols, italiens, allemands, hollandais puissent se concurrencer les uns les autres sur leur propre territoire? C'était là où il y avait une enquête journalistique, politique, idéologique à mener. Et je peux vous assurer que je l'ai trouvé extrêmement peu et qu'effectivement on préférait faire des micro-trottoirs sur les usagers exaspérés et que ça en dit beaucoup. Patrick Le Gallec, donc, alors, cette histoire de l'argent et de la presse. Bon, non. Alors, comment se présente l'affaire pour toi, Humanité, tu es directeur de l'Humanité? Difficile question. L'Humanité, pour vivre, elle a des lecteurs qui payent cher un journal, cher un magazine, 3 € je crois maintenant, et cher aussi l'accès d'une plateforme numérique qui s'est un peu modernisée mais que nous n'arrivons pas à terminer, faute de moyens. Donc, les lecteurs de tous les journaux, c'est le cas, payent en achetant le journal, en s'abonnant. Ensuite, les lecteurs de l'Humanité, depuis que je suis là, ça va faire maintenant 2 septennats, je crois, je calcule qu'ils ont versé, en plus de leur abonnement et de l'achat, entre 20, je vais faire le compte, mais entre 20 et 25 000 €. C'est-à-dire que les lecteurs de l'Humanité donnent chaque année entre 1 million et 2 millions d'euros pour financer leur journal. Un journal dont on a réduit la pagination, parce que plus ils donnent d'argent, plus nous avons réduit la pagination. Mais on ne s'est pas contenté de ça. Nous ne le publions plus quand il y a un pont, quand il y a un jour férié, alors que c'était la tradition de la presse, et le seul jour férié, c'est le 1er mai. Donc nous avons éliminé un certain nombre de journaux dans l'année. Et l'été, comme les gens ils ont le temps de lire, nous avons réduit la pagination à 20 pages. Voilà dans quelle situation nous sommes. Alors, sur les aides, la fable des aides, on mélange des choux, des carottes, des poireaux et puis les petits veaux des étables. Parce que la presse est là au nom de la Constitution française. Elle bénéficie de dispositions qui aident à la distribution. Par exemple, la Poste, qui est un service public, elle doit pouvoir emmener les journaux. On m'a dit que dans une tour à nuit, on m'a dit une fois qu'il y avait 280 Figaro. Là, quand le facteur va emmener 280 Figaro dans une tour à nuit, évidemment, le coût du portage à l'unité, il baisse. Mais quand vous emmenez un Humanité au cœur de la Lozère et un autre au tréfonds des Alpes de Haute-Provence, le coût à l'unité est évidemment élevé. Donc il y a un système de péréquation au nom du service public postal qui consiste à dire l'État ne laissera pas à la charge de l'unique poste les déficits qui pourraient être engendrés par de tels coûts. Donc il y a ce qu'on appelle un accord État-Presse-Poste
qui permet à la Poste de faire son service public. On dit que c'est une aide. J'en prends une autre. Le taux de TVA, grâce à nos luttes, pour la presse, il est à 2,1%. Presse papier aujourd'hui. Nous sommes en train de nous battre pour que la presse numérique soit également à 2,1%, parce que la presse numérique, elle a un taux de TVA maximum à 19%, et nous voulons la mettre à égalité avec la presse. Nous sommes la précédente ministre de la Culture et de la Communication était plutôt pour, et donc nous étions sur le point d'obtenir ceci, mais bon, on va voir si ces options vont être retenues. Alors on nous dit, mais il y a une distorsion de concurrence, Bruxelles ne veut pas. Bon, d'accord. Ce que je constate, c'est que, par exemple, au Royaume-Uni, le taux de TVA sur toute la presse est à 0%, et la commission de Bruxelles, dont je ne pense pas beaucoup de bien, en vérité, ne fait pas d'attaque contre le Royaume-Uni pour une distorsion de concurrence. Donc, il y a nécessité de mettre à l'égalité partout, mais c'est considéré comme une aide. Mais, par exemple, le taux de TVA sur les médicaments, il est à 2,1%, ce qui représente une aide pour l'industrie pharmaceutique de 700 millions d'euros par an. Ça, ce n'est pas considéré comme une aide à l'industrie pharmaceutique, mais par contre, c'est considéré comme une aide à la presse. Mais pas au sens une aide à la démocratie, non, au sens de la marchandise, parce qu'on nous demande maintenant d'être de bons comptables. Moi, on me dit toujours, mais quand même, comment se fait-il que tu continues à faire du déficit? Tu ne dois pas bien gérer ton entreprise. Eh non, c'est sûr que je suis un connard, je suis un communiste. Je ne peux pas bien gérer une entreprise. Ça, c'est connu. Il n'y a que des incapables. Moi-même et ceux qui m'entourent. Pas de gestionnaire, moi je n'ai pas de comptable. Je ne sais pas compter, c'est sûr. Je n'ai pas été aussi longtemps qu'eux à l'école. Et c'est vrai que je ne viens pas non plus de la banque Rothschild. Mais ensuite, on ajoute dans les aides à la presse une somme très importante, mais qui est justifiée pour l'agence France Presse. Il faut savoir que nous avons l'agence publique jusqu'à aujourd'hui parmi les 3 plus grandes agences du monde, qui jouent un rôle considérable. D'abord pour alimenter la presse, mais pas seulement. L'agence France Presse, c'est un outil considérable pour la diplomatie française, pour la francophonie, pour la diplomatie française, pour notre rôle. C'est mis dans les aides à la presse. Et alors, la Cour des comptes, des rapports parlementaires, des gens qui cherchent dans tous les petits coins, les poussières, les petits bouts de sous pour faire des économies de bout de chandelle, ils disent vous avez 1 milliard. En vérité, nous n'avons pas 1 milliard. En vérité, nous sommes bien plus proches de 250 millions que de 1 milliard. Et après, nous nous sommes battus, mes prédécesseurs, Roland Leroy s'était battu, sur une idée extrêmement importante, qui est la suivante. Elle a consisté à dire aux autorités publiques, mais le marchand de journaux et ce n'est pas tout à fait la même chose quand il porte un magazine de 250 pages avec 100 pages de publicité ou un journal de 24 pages avec aucune page de publicité. Parce que quand le facteur ou le marchand de journaux, il doit physiquement porter et mettre en rayon, et le facteur pareil, il y a moins de sacoches aujourd'hui, encore qu'il y en a en vélo, c'est assez lourd. Quand il doit porter de tout ça, c'est une charge supplémentaire, mais il n'est pas en train de porter de l'information, il est en train de porter de la publicité à des consommateurs, et pas de l'information à des citoyens. Nous avons mené une bataille là-dessus, pas moi, hein. Roland Leroy essentiellement, et nos amis à l'époque de la Croix s'étaient ralliés à cette hypothèse, puisqu'ils étaient dans la même situation. Et on a dit au gouvernement successif, au pouvoir public, vous voyez bien qu'il y a une distorsion. Et donc a été inventée une aide supplémentaire qui corrige une sorte d'inégalité qu'on appelle une aide publique au quotidien à faire aux sources publicitaires. En fait, nous avons fait comme les petits paysans qui souvent sont au devant des cortèges et ça sert ensuite aux grands bosserons, aux grands céréaliers de la Beauce,
nous avons obtenu quelque chose qui aujourd'hui bénéficie à quelques 250 ou 300 titres, puisque la presse régionale et d'autres se sont agglomérés. Je ne m'en plains pas. Ce dont je me plains, par contre, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'abaisser les aides au quotidien à faible ressources publicitaires, puisqu'on vient de me chipper le 3 août dernier 500 000 € sur ce chapitre. Et il y a un autre fonds qu'on appelle le fonds stratégique, qui sert normalement quand vous, par exemple, l'humanité a été transformée. Donc, quand l'humanité est transformée, il était convenu avant, dans un autre monde, on dépose un dossier à ce fonds stratégique qu'il examine et qui verse, comme on fait pour des équipements de collectivités territoriales, au prorata de nos dépenses et de l'effort que nous faisons, au prorata de cela, il y avait une aide. Il fut un temps, ça s'appelait le Fonds de développement de la presse, maintenant ça s'appelle le Fonds stratégique. Mais le Fonds stratégique, pour être dans le Fonds stratégique, il faut que vous fassiez comme fait parfois une collectivité locale ou d'autres. Vous devez faire un contrat avec l'État. Et dans ce contrat, on examine tout. Et voilà des commissaires, j'en ai eu à l'humanité, des commissaires propres sur eux. Costume, cravate, bien habillés, qui vous parlent bien, pas comme moi, pas comme... Moi je suis un peu attaché du centre-Bretagne. Eux sont très urbains, ils vous parlent poliment. Une langue d'ailleurs que vous ne comprenez pas toujours. Sauf à la fin, vous leur demandez, au bout de la 4e fois, vous leur demandez, mais qu'est-ce à dire? Ben, qu'est-ce à dire? Vous avez trop de masse salariale. Il faut baisser ci, il faut baisser ça. Peut-être qu'il faut faire moins de pages, peut-être qu'il faut faire moins de photos, etc. C'est-à-dire que c'est une émission directe dans votre fonctionnement. Et donc, au prix de ça, ben, nous ne sommes plus au fond stratégique. Et maintenant, ils avaient inventé une chose extraordinaire. Nous avions mené une bataille, on avait dit, mais quand même, Monsieur Google, il fait 9 milliards 900 millions de profits sur le territoire national et il ne paye même pas ses impôts. Il est basé en Irlande. Ah, ils se sont dit, ah oui, ils ont raté la tête, ils ont dit, ça reste là, il faut les faire. Donc on a dit, on va aller faire un impôt. Mais vous faites une fiscalité, mais qui revient à la presse, à toute la presse, numérique, papier, information générale et politique en général. Bon. Alors, il y a eu des réunions, moi j'ai participé à beaucoup de réunions. Oh, on m'a dit, ah ouais, c'est vrai. Oui, je comprends, c'est vrai. Mais quand même, tu crains pas que si. Je dis, je vais craindre quoi? Ils nous pompent notre pognon et il ne nous reste plus rien. Ah oui, c'est vrai. Je dis, ils ne vont pas partir, ils sont déjà en Irlande. Et alors, il s'est passé un phénomène entre-temps en Allemagne, le grand modèle en Allemagne. La CDU et le SPD, même le parti de gouvernement, avant la coalition actuelle, même le parti de gouvernement était en train de faire un impôt Google. Et alors, ici, il y a de bonnes âmes, j'espère qu'elle n'est pas dans la salle, parce que je crois qu'à la prochaine réunion, je vais gueuler. Il y a de bonnes âmes qui, dans une réunion, ont dit non, mais cette loi à la Google en Allemagne, ça ne peut pas passer. On n'aura jamais de majorité nulle part. Il faut inventer autre chose. Pourquoi? C'est là qu'on a abouti à cette chose incroyable, où le président de la République qui reçoit les 1 ou 2 syndicats de la presse, pas tous, avec M. Google, le responsable Google Europe Nazi, à l'Élysée, pour signer un contrat en lui disant oui, le président de la République était sur son pupitre et M. Google le regardait comme ça, et il dit oui, vous faites 9 milliards 9 de profit, il faudrait donner un petit peu à ces messieurs. M. Google a pris la parole, a dit oui, je vais leur donner 65 millions sur 3 ans. Et puis, je voudrais que ce soit des projets innovants. Je rentre à l'humanité, je leur explique ça, et je leur dis, faites des projets innovants. Regardez, de quoi tu me parles? Je
dites, vous faites des projets innovants, vous vous débrouillez, vous me faites des projets innovants. Ils sont tous mis contre moi, etc. Il est fou, non? Alors ils sont mis au boulot, ils ont bossé pendant 1 an et demi à l'Humanité. Ils ont bossé sur le quotidien, sur l'Humanité Dimanche, sur la plateforme numérique. J'ai des copains, dirigeants de l'Humanité, qui ont été, alors souvent nous sommes interpellés par des universités, venez nous dire ce qu'est l'Humanité. Ils ont été expliqués ce que c'était, l'Humanité. Et il y en a un qui était à l'université de Cergy-Pontoise, il y avait je crois 25, un groupe de 25 étudiants, ils ont tous levé la main, je crois 24 ont levé la main, ont dit mais nous on veut bosser pour vous. Bon, il revient, arrête de déconner. Si, donc ils avaient un projet d'études, projet innovant d'études, sur le numérique. Je dis mais je voudrais bien les voir. Ils viennent à 4, donc il y avait un groupe de 4, je raconte des histoires, Charles. Tu peux, pas interminablement quand même. Pas que je parle trop parce que tout à l'heure j'ai une cérémonie là. Et alors, je reçois les cas, qu'est-ce qu'il comprend, tout ça, c'est l'humanité, mais vous vous rendez compte, l'humanité, je pense. Nous, je dis que vous voulez faire quoi? Nous, on va faire le Facebook de l'humanité. Mais arrêtez. Non, on va le faire, on va venir le présenter. Ils ont travaillé 4-5 mois, j'ai dit à un de mes gars de la fin, je dis quand même, tu vas quand même, tu regardes ce qu'ils veulent faire, de l'humanité. Eh bien, figurez-vous qu'ils sont revenus présenter au bout de 6 mois, 5-6 mois, un projet qui était exactement ça et qui correspondait à ce que nous sommes. Innovant. Nous avons transformé le peuple. Ça coûte les yeux de la tête, puisqu'on m'avait dit il y a Google. Moi j'ai dit, ben, vous, ça y est, on n'a pas ouvert la bourse. Mon directeur financier il me dit, mais Patrick, t'es malade, t'as un problème. Je dis, non, mais Google va donner. Ah oui, mais c'est eux qui avaient raison. Parce que nous avons tout fait, nous avons bossé. Il y a des jeunes qui sont venus nous aider. Tous nos confrères nous ont ouvert leurs portes, on a été voir comment ça marche, les rédactions, quand on fait du numérique, on a travaillé, on a bousculé nos gens. Nos gens sont partis en formation, nos journalistes, ils vont tous les uns d'autres en formation. On a mis une petite équipe supplémentaire sur la plateforme. On a pris le meilleur du meilleur des innovateurs en numérique sur la place de Paris. Ils sont tellement bien, je dis ça va passer, puisque ce sont eux qui font les plateformes numériques des ministères, avec ça je suis tranquille. On a présenté le dossier une fois, on a dit mal présenté. C'est comme à l'école, souvent j'avais à la marge écrit mon institutrice en rouge, mal écrit. Mal écrit. Bien mais mal écrit. Bon, deuxième fois, on dit pas innovant. Oh, mince. J'allais voir, refaites ça. Donc on l'a refait une troisième fois, et la troisième fois, c'était pas complet. Les dossiers quand même font 3 tonnes, pas complet. Alors maintenant, je suis en guerre, il y avait le dîner professionnel de la place de soir, j'ai lancé quelques missiles, tout le monde a dit arrête la guerre. J'ai dit oui, mais je vais dessus. Donc, tout le monde par contre est passé à la caisse de M. Google, la bourse de M. Google. Mais nous, non. Ce n'est pas tout à fait la même chose quand il porte un magazine de 250 pages avec 100 pages de publicité, ou un journal de 24 pages avec aucune page de publicité. Parce que quand le facteur ou le marchand de journaux, il doit physiquement porter et mettre en rayon, et le facteur pareil, il y a moins de sacoches aujourd'hui, encore qu'il y en a en vélo, c'est assez lourd. Quand il doit porter de tout ça, c'est une charge supplémentaire, mais il n'est pas en train de porter de l'information, il est en train de porter de la publicité à des consommateurs, et pas de l'information à des citoyens. Nous avons mené une bataille là-dessus, pas moi, hein. Roland Leroy essentiellement, et nos amis à l'époque de la Croix s'étaient ralliés à cette hypothèse, puisqu'ils étaient dans la même situation. Et on a dit au gouvernement successif, au pouvoir public, vous voyez bien qu'il y a une distorsion. Et donc a été inventée une aide supplémentaire qui corrige une sorte d'inégalité qu'on appelle une aide publique au quotidien à faible ressources publicitaires. En fait, nous avons fait comme les petits paysans qui souvent sont au devant des cortèges
et ça sert ensuite aux grands beaucerons et aux grands céréaliers de la Beauce, nous avons obtenu quelque chose qui aujourd'hui bénéficie à quelques 250 ou 300 titres, puisque la presse régionale et d'autres se sont agglomérés. Je ne m'en plains pas. Ce dont je me plains par contre, c'est qu'aujourd'hui on est en train d'abaisser les aides au quotidien à faible ressources publicitaires, puisqu'on vient de me chipper le 3 août dernier 500 000 € sur ce chapitre. Et il y a un autre fonds qu'on appelle le fonds stratégique, qui sert normalement quand vous, par exemple, l'humanité a été transformée. Donc, quand l'humanité est transformée, il était convenu avant, dans un autre monde, on dépose un dossier à ce fonds stratégique qu'il examine et qui verse, comme on fait pour des équipements de collectivités territoriales, au prorata de nos dépenses et de l'effort que nous faisons, au prorata de cela, il y avait une aide. Il fut un temps, ça s'appelait le Fonds de développement de la presse, maintenant ça s'appelle le Fonds stratégique. Mais le Fonds stratégique, pour être dans le Fonds stratégique, il faut que vous fassiez comme fait parfois une collectivité locale ou d'autres. Vous devez faire un contrat avec l'État. Et dans ce contrat, on examine tout. Et voilà des commissaires, j'en ai eu à l'humanité, des commissaires propres sur eux. Costume, cravate, bien habillés, qui vous parlent bien, pas comme moi, pas comme... Moi je suis un peu attaché du centre-Bretagne. Eux sont très urbains, ils vous parlent poliment. Une langue d'ailleurs que vous ne comprenez pas toujours. Sauf à la fin, vous leur demandez, au bout de la 4e fois, vous leur demandez, mais qu'est-ce à dire? Ben, qu'est-ce à dire? Vous avez trop de masse salariale. Il faut baisser ci, il faut baisser ça. Peut-être qu'il faut faire moins de pages, peut-être qu'il faut faire moins de photos, etc. C'est-à-dire que c'est une émission directe dans votre fonctionnement. Et donc, au prix de ça, ben, nous ne sommes plus au fond stratégique. Et maintenant, ils avaient inventé une chose extraordinaire. Nous avions mené une bataille, on avait dit, mais quand même, Monsieur Google, il fait 9 milliards 900 millions de profits sur le territoire national et il ne paye même pas ses impôts. Il est basé en Irlande. Ah, ils se sont dit, ah oui, ils ont gratté la tête, ils ont dit, ok, ça reste là, il faut les faire. Donc on a dit, on va aller faire un impôt. Mais vous faites une fiscalité, mais qui revient à la presse, à toute la presse, numérique, papier, information générale et politique en général. Bon. Alors, il y a eu des réunions, moi j'ai participé à beaucoup de réunions. Oh, on m'a dit, ah ouais, c'est vrai. Oui, je comprends, c'est vrai. Mais quand même, tu crains pas que si. Je dis, je vais craindre quoi? Ils nous pompent notre pognon et il ne nous reste plus rien. Ah oui, c'est vrai. Je dis, ils ne vont pas partir, ils sont déjà en Irlande. Et alors, il s'est passé un phénomène entre-temps en Allemagne, le grand modèle en Allemagne. La CDU et le SPD, même le parti de gouvernement, avant la coalition actuelle, même le parti de gouvernement était en train de faire un impôt Google. Et alors, ici, il y a de bonnes âmes, j'espère qu'elle n'est pas dans la salle, parce que je crois qu'à la prochaine réunion, je vais gueuler. Il y a de bonnes âmes qui, dans une réunion, disent non, mais cette loi à la Google en Allemagne, ça ne peut pas passer. On n'aura jamais de majorité nulle part. Il faut inventer autre chose. Pourquoi? C'est là qu'on a abouti à cette chose incroyable, où le président de la République qui reçoit les 1 ou 2 syndicats de la presse, pas tous, avec M. Google, le responsable Google Europe Asie, à l'Élysée, pour signer un contrat en lui disant oui, le président de la République était sur son pupitre et M. Google le regardait comme ça, et il dit oui, vous faites 9 milliards 9 de profit, il faudrait donner un petit peu à ces messieurs. M. Google a pris la parole, a dit oui, je vais leur donner 65 millions sur 3 ans. Et puis, je voudrais que ce soit des projets innovants. Je rentre à l'humanité, je leur explique ça, et je leur dis, faites des projets innovants. Regardez, de quoi tu me parles?
Je dis, vous faites des projets innovants, vous vous débrouillez, vous me faites des projets innovants. Ils sont tous mis contre moi, etc. Il est fou, non? Alors ils sont mis au boulot. Ils ont bossé pendant 1 an et demi à l'Humanité. Ils ont bossé sur le quotidien, sur l'Humanité Dimanche, sur la plateforme numérique. J'ai des copains, dirigeants de l'Humanité, qui ont été, alors souvent nous sommes interpellés par des universités, venez nous dire ce qu'est l'Humanité. Ils ont été expliqués ce que c'était, l'Humanité. Et il y en a un qui était à l'université de Cergy-Pontoise, il y avait je crois 25, un groupe de 25 étudiants, ils ont tous levé la main, je crois 24 ont levé la main, ont dit mais nous on veut bosser pour vous. Bon, il revient, arrête de déconner. Si, donc ils avaient un projet d'études, projet innovant d'études, sur le numérique. Moi je voudrais bien les voir. Ils viennent à 4, donc il y avait un groupe de 4, je raconte des histoires, Charles. Tu peux, pas interminablement quand même. Pas que je parle trop parce que tout à l'heure j'ai une cérémonie là. Et alors, je reçois les cas, qu'est-ce qu'il comprend, tout ça, c'est l'humanité, mais vous vous rendez compte, l'humanité, je reste. Nous, vous voulez faire quoi? Nous, on va faire le Facebook de l'humanité. Mais arrêtez. Non, on va le faire, on va venir le présenter. Ils ont travaillé 4-5 mois, j'ai dit à un de mes gars de la fin, je dis quand même, tu vas quand même, tu regardes ce qu'ils veulent faire, le Facebook de l'humanité. Eh bien, figurez-vous qu'ils sont revenus présenter au bout de 6 mois, 5-6 mois, un projet qui était exactement ça et qui correspondait à ce que nous sommes. Innovant. Nous avons transformé ça coûte des yeux de la tête, puisqu'on m'avait dit il y a Google. Moi j'ai dit, ben vous, ça y est, on n'a pas ouvert la bourse. Mon directeur financier il me dit, mais Patrick, t'es malade, t'as un problème. Je dis non, mais Google va donner. Ah oui, mais c'est eux qui avaient raison. Parce que nous avons tout fait, nous avons bossé. Il y a des jeunes qui sont venus nous aider. Tous nos confrères nous ont ouvert leurs portes, on a été voir comment ça marche, les rédactions, quand on fait du numérique, on a travaillé, on a bousculé nos gens. Nos gens sont partis en formation, nos journalistes, ils vont tous des Indes en formation. On a mis une petite équipe supplémentaire sur la plateforme. On a pris le meilleur du meilleur des innovateurs en numérique sur la place de Paris. Ils sont tellement bien, je dis ça va passer, puisque ce sont eux qui font les plateformes numériques des ministères, avec ça je suis tranquille. On a présenté le dossier une fois, on a dit mal présenté. C'est comme à l'école, souvent j'avais à la marge écrit mon institutrice en rouge, mal écrit, bien mais mal écrit. Bon, deuxième fois, on dit pas innovant. Oh, mince, j'avais refait ça. Donc on l'a refait une troisième fois, et la troisième fois, c'était pas complet. Les dossiers quand même qui font 3 tonnes, pas complet. Alors maintenant, je suis en guerre, il y a des idées professionnels à la place de soir, j'ai lancé quelques missiles, tout le monde a dit, arrête la guerre. J'ai dit oui, mais je ne suis pas. Donc, tout le monde par contre est passé à la caisse de M. Google, la bourse de M. Google, mais nous non. Donc l'affaire, je fais des digressions, excuse-moi Charles, mais c'est ta faute, tu ne me coupes pas. Donc l'affaire de la presse et du pluralisme de la presse et des aides à la presse, il ne faut pas s'en laisser compter. Et d'ailleurs, on me fait une drôle d'histoire aussi, une guerre là qu'on me mène partout, que je suis le dernier des derniers, j'ai la droite et l'extrême droite sur le dos, parce que l'État aurait annulé un prêt de l'humanité de 4 millions. Cet hiver, je vais vous raconter aussi ça, parce que c'est formidable, parce que nous avons payé sur des prêts, dont un des prêts qu'on m'a fait, comme les prêts américains, avec des taux d'intérêt évolutifs qui en étaient arrivés à 15%, j'ai payé bien plus de 4 millions d'intérêts. Et ma bataille, la bataille que je menais depuis 4 ans, avec le gouvernement précédent, le précédent du précédent de celui-ci, et du précédent qui maintenant est parti il y a quelques mois, celui de M. Hérault, je dis, vous me réglez ça. Parce que moi, le travail de l'humanité, les journalistes de l'humanité, les lecteurs de l'humanité ne sont pas la vache à lait du trésor français. J'ai payé mes dettes et donc il faut régler ça. Maintenant, on me fait un faux procès, comme quoi on m'aurait fait un cadeau.
Malheureusement, je vous le dis franchement, malheureusement, j'aimerais bien avoir un gamin. Merci. Non, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et pour conclure, le journaliste ne doit plus être seul sur un piédestal imaginaire à parler ex cathedra. Je crois que écrire sous le contrôle, non pas dans ce qu'il peut avoir de sourcilleux, mais de fécond d'autrui, un échange permanent entre émetteurs et récepteurs ferait que les journaux, par la grâce de l'électronique, deviendraient, ce que vous souhaitez en quelque sorte, madame, des espèces de cahiers de doléances permanents et animés. Ça, c'est pour le dialogue. Reste que, et il ne s'agit pas de remonter sur son piédestal, reste que le journalisme est un métier. S'il fallait le définir avec un verbe aujourd'hui, ce serait trier. Trier dans cette espèce de masse totale d'informations, de désinformations, de commentaires, de rossignols, de folie douce, et que trier, mais avec, sous le regard des non pas consommateurs de nouvelles, comme c'est aujourd'hui, mais des citoyens, trier, c'est ce que le journaliste doit apporter en se demandant, et j'aimerais que vous puissiez me trouver un équivalent, la question aujourd'hui, si on prend les mots qui reviennent parce que le marché a mis son emprise sur tout, la question que se posent les journalistes, c'est quelle est ma valeur ajoutée? Je n'aime pas beaucoup cette expression parce que ça sent son agiote. Donc, comment, par quoi pourrait-on la remplacer? Et je réponds à votre question par une question, mais continuellement, il faut l'avoir en tête en triant. Et trier, c'est pas le côté de triage. Trier, c'est mettre en valeur, c'est expliquer, c'est commenter, c'est à la fois, je crois, le tri procède de ce que voulait Jaurès, praticien et philosophe. Alors, Frédéric Bonnet. Non, mais il faut pas se raconter l'histoire quand même. La vérité du moment, à mon avis, c'est que personne n'a la moindre idée de quoi demain sera fait dans le domaine de la presse écrite. C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit dans 5 ans, il n'y aura plus de support papier, il vous ment, il n'en sait rien. Et quelqu'un qui vous dit le papier va résister et dans 10 ans il y aura toujours des journaux imprimés sur papier, il vous ment aussi, il n'en sait absolument rien. C'est toute l'inquiétude et l'angoisse du moment, c'est qu'on est véritablement dans une faille sismique. Parce que Patrick l'a évoqué tout à l'heure, ce qui fait vivre la presse écrite, quand même principalement, c'est aussi la publicité. Or la publicité vaut encore de l'argent sur le papier et elle ne vaut absolument rien ou quasiment rien sur le net et sur le web. Donc le basculement du papier au net a beaucoup de mal à se faire parce qu'il y a un problème économique, pas seulement parce que vous comme moi nous sommes attachés au papier, mais pour l'instant le modèle économique du web, à part quelques très rares exceptions comme les copains de Mediapart, n'existe pas. Donc voilà, la vérité du moment, il me semble que vraiment c'est ça, c'est-à-dire que nous ne savons pas, nous n'avons pas la moindre idée sur comment seront diffuser nos journaux à très courte échéance. Maintenant, pour conclure vraiment et rebondir sur ce que dit Antoine, trier, bien sûr, c'est ce que j'ai dit au début, proposer un autre son de cloche, proposer d'autres sons de cloche, mais ça, personne n'en a parlé alors qu'on a commencé par parler de Jaurès. Moi, si j'ai aimé lire les journaux, et si j'aime toujours lire les journaux, c'est parce que j'y trouve des plumes. C'est parce que j'y trouve des écritures. Il ne s'agit pas juste d'information ou de désinformation. Si j'ai aimé lire Libération, c'est qu'à une époque, Libération avait les meilleures plumes de Paris dans à peu près tous les domaines. Et la valeur ajoutée du journalisme, s'il y a une valeur ajoutée encore du journalisme, c'est bien de cela dont il s'agit.
C'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui écrivent comme aucun autre et qu'on reconnaît immédiatement, et le plaisir à les lire est quelque chose de différent encore que l'information citoyenne et touche à la littérature. Et je pense que si on perd quelque chose qu'on est en train de perdre aujourd'hui, en fait, c'est essentiellement ça. Je voudrais simplement dire une chose, c'est que Patrick Leray, il n'est pas le seul, se réfère souvent aux ordonnances sur la presse de 44. C'est un moment capital dans l'histoire de la presse française. Bon, et je crois me souvenir, ça je parle de site, c'est pas mal que l'on parle aujourd'hui, puisqu'on parle d'écrit, on parle de plumes, on parle de littérature, voilà. Et dans ces ordonnances, si je me souviens bien, il y a quand même un objet de la presse. Il n'est pas un objet commercial, c'est un objet de culture. Voilà. Et donc cet objet de culture qui est la presse, aujourd'hui, par quel mot tu voudrais un petit peu terminer ce que tu as envie de dire aujourd'hui? Moi, ce que je veux dire, c'est que nos sociétés, peut-être nous-mêmes, nous sommes agités, nous sommes dans une période où nous sommes très agités par l'espace assez violent. Un monde incertain, dont on ne sait pas où il va. La question de la guerre et de la paix revient avec force. Cette grande question de la transition, l'autre modèle de développement basé à partir d'une transition écologique assez importante est posée. Et des régressions sociales, des régressions démocratiques et des régressions dans le domaine des idées. Aujourd'hui, il est devenu banal de faire croire qu'une ministre, parce qu'elle n'a pas comme moi des origines bretonnes et qu'elle n'a pas la même religion que moi, elle ne peut pas être ministre de l'Éducation nationale. On peut raconter n'importe quoi sur elle, à partir de ces drôles d'affaires de la théorie du genre et de je ne sais quoi encore. On peut laisser croire que notre problème, c'est pas le banquier, c'est pas l'argent qui circule, c'est l'immigré, qui peut-être va mourir sur une embarcation cet après-midi au large des côtes de l'Italie, dans la mer Méditerranée, comme ça se passe tout dans un silence absolu. Et ces idées régressives qui, on le veuille ou non, pénètrent la société. Moi, vous savez, ce qui me fait le plus mal au cœur depuis quelques semaines, c'est que des journaux qui sont en train de progresser en diffusion ne sont pas, je ne connais pas les autres, excusez-moi, mais en proportion, même si vous progressez, ce ne sont pas tellement les nôtres, ces valeurs actuelles, avec ces manchettes d'ultra-droite, d'extrême-droite, poujadistes, ethnicistes, populistes, qui détournent, qui simplifient, qui n'informent pas. Ce sont de vrais journaux de propagande. On parlait de Déroulette tout à l'heure. Donc, moi, ce que je veux dire, oui, le pluralisme est un principe constitutionnel. Le droit à l'existence des journaux et le droit d'informer et le droit de s'informer est un principe constitutionnel. Le droit au bourrage de crâne n'en est pas un. Par conséquent, moi, je vous suggère, vous le faites déjà, mais autour de vous, d'aider, même si ça demande un effort par les temps qui courent, à lire, à faire lire la presse de qualité, la presse écrite de qualité, et de dénicher, de regarder les réflexions, les opinions, les contradictions qui s'étalent dans cette presse, pour pouvoir être soi-même plus libre, pour pouvoir soi-même se faire son idée par soi-même. Ça, c'est la condition de notre émancipation. Télécapital et Télémédef ne nous sortiront pas d'affaire de ce point de vue. Et malheureusement, ce qui est en train d'être terni, d'être déchiré, d'être fracturé aujourd'hui, ce sont les belles valeurs que portait Jaurès comme journaliste, comme philosophe, comme parlementaire, comme homme d'État. C'est ça qu'on déchire au plus haut niveau de l'État. Et dès lors que ceci se déchire, les vannes aujourd'hui sont ouvertes. Nous sommes des résistants. Eh bien, aider partout comme acte de résistance,
à faire lire et lire cette bonne presse. C'est un facteur d'émancipation humaine, c'est un facteur de réalisation de ses humanités personnelles et de l'humanité.